domande, ovviamente io provo a iniziare a fare le domande, ma siete invitati a contribuire. Allora, la prima domanda che mi verrebbe da fargli è, vista anche diciamo, la tua origine, la tua attenzione e il luogo dove siamo, quanto diciamo, dei valori del Méditerranée troviamo nel progetto di Pau? Quelles sont ta relation avec la Méditerranée qui ont, selon moi, on retrouve à Pau, parce qu'après, pour nous, tu as bien compris que la Méditerranée, ce n'est pas une question géographique, non? Ce n'est pas une question d'être dans la mer, dans ce contexte-là, mais c'est plutôt une approche des relations, des espaces. Tu as bien expliqué l'attention à... Plutôt, je pense qu'il soit très important les vides dans ton projet. Oui, naturellement l'architecture, mais comment se structure la vie des choses. Il y a quelque chose comme ça où tu prends un recul de la dimension méditerranéenne parce que Pau, c'est encore une autre chose. Il y a les deux. Ce qui est très intéressant dans les villes, c'est le mélange de genres. Je trouve toujours. J'étais à Milan, donc le mélange entre l'architecture austro-hongroise et puis un peu l'architecture entre guillemets fasciste, l'architecture italienne de la Renaissance, c'est ce qui crée Milan aujourd'hui. Alors Pau, c'est un mélange entre les Anglais qui sont venus, qui ont laissé leurs traces, mais aussi c'est une ville du Sud. Et puis peut-être moi aussi j'ai pu contribuer à quelque chose parce qu'il y a sûrement des références, parce que je suis marocaine et donc cette culture avec la Méditerranée, elle est là partout. L'espace public, c'est ce que nous avons tous hérité des Romains et je pense qu'on n'a jamais rien inventé de mieux que la rue et ce rapport très clair avec la rue, c'est toujours dans les choses les plus simples qu'on crée les espaces les plus complexes. Il n'y a pas plus simple qu'une rue, une façade qui s'aligne et ce rapport avec le rez-de-chaussée. Donc oui, je pense que la Méditerranée, elle a cette force d'avoir été un territoire d'ouverture et quelque part, elle a capté toutes les cultures du monde pour en faire une nouvelle culture. Et je crois que quand on arrive dans un site, c'est toujours ça. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre toutes les cultures qui ont fait cette ville et puis d'apporter quelque chose de nouveau. Secondo me, ci d'accordo l'idea della contaminazione, come ha detto molto bene, apportare e certificare culture nuove nella città è uno degli approcci che in qualche maniera ricaviamo dal Mediterraneo e condivido. Il y a un altro aspetto che mi ha colpito e che penso poi possa anche turbare, no? A seconda dell'approccio, non amo l'ordine ma credo più nel disordine, quindi c'è una logica diciamo di apparente poi disordine perché poi le regole ci sono. Explique mieux cette question de dire j'appartiens pas à l'ordre mais je suis plus pour le désordre, donc je travaille comme ça parce qu'après c'est pas vrai qu'il n'y a pas l'ordre parce qu'après il y a un contrôle et une attention aussi simple de construire, comme dire, un langage sans devenir un langage, c'est ça un des sujets très délicats mais très bien réussi selon moi. Oui, alors, le désordre, moi j'ai aucune plus-value dans cette histoire parce qu'il m'est naturel. J'ai essayé de m'organiser dans ma vie. Je pense qu'il me faut peut-être des milliards de psychanalyses pour que je sois organisée. J'ai abandonné parce que la vie est trop courte. Le désordre m'est vraiment naturel. J'ai hérité ça, ces 4 peut-être générations qu'il faut détruire. J'ai pas cette intention-là. L'ordre, il vient dans une deuxième temporalité parce qu'il faut que les choses s'organisent. Mais j'ai pendant très très longtemps lutté contre le désordre parce que j'ai toujours pensé que c'était un défaut. Et puis je découvre que c'est plutôt une qualité qu'un défaut. Et donc l'ordre naturellement, mais en même temps même cet ordre, maintenant je suis toujours prête à le démolir. Je n'ai pas de fascination pour l'ordre, je pense que j'ai plus de vénération pour le désordre que pour l'ordre. Beh, je ne pense pas che sia solo toi che siete pro disordine, perché viene penso naturale a tanti essere disordinati, quindi forse l'ordine è qualcosa che viene imposto dalla società. Poi in realtà è un tema affascinante proprio perché in realtà sta in equilibrio. E un altro aspetto che ritengo che tu abbia detto con un tema piuttosto interessante è capire quanto, visto che alla fine si è riusciti a intervenire nel corpo della città, quanto in qualche maniera queste regole riusciranno anche a guidare altri progettisti rispetto al tuo progetto. C'est intéressant comme tu le travail de chercher de trouver des lignes guides en sachant que tu ne vas pas tout, heureusement, d'un côté à développer tous les bâtiments, mais qu'il y aura, comme dire, une ligne guide, une approche que je trouve aussi ouverte aussi en même temps, comme dire, claire mais ouverte. Et donc, comme tu t'es posé la question, comment dire, aussi que le projet puisse passer les témoins à quelqu'un
et comment qui prend les témoins puisse naturellement s'exprimer, mais en même temps entrer en dialogue avec ton approche, ou plutôt ta idée de la ville. Oui. Pendant très longtemps, je me suis posé cette question quand on est architecte et qu'on fait le rôle de l'urbaniste. Comment trouver la juste mesure? Jusqu'à ce que je découvre que la ville, on peut dire la plus ordonnée du monde, dans son gabarit, ça reste le haussmannien. Et j'ai toujours pensé que le haussmannien, c'était des milliards de règles. Et je découvre que le haussmannien, c'est une coupe. Ce n'est pas du tout un milliard de règles. Et je me suis dit, comment à travers une coupe, Haussmann a réussi à rendre toute une ville homogène? Et je crois que c'est ça le défi des choses. Au fait, lui, d'abord, il n'y a pas de règles chez Haussmann. Il y a une coupe et puis il y a des actes de notaire dans lesquels il inscrit quelques exigences. C'est la pierre de taille, la ferronnerie du balcon. Mais il n'y a pas de règles. Il y a un acte de notaire. C'était un préfet. Donc, ce n'était pas un architecte, c'est pas un urbaniste. C'est quelqu'un de très pragmatique. Donc, finalement, le fait qu'il n'était pas architecte et urbaniste, ça l'a préservé peut-être de nos PLU et de nos règles d'urbanistes qui sont sur 120 pages. Donc je me suis dit, c'est ça le défi, c'est comment faire avec une page à la haussmannienne, inscrire peut-être pas vraiment une règle, mais une sorte de gabarit, et de laisser la liberté aux architectes d'entreprendre ce long travail sur 20 ans. 20 ans, c'est pas rien. Donc il fallait quand même s'assurer que la règle, en tout cas l'atmosphère, puisse nous survivre, parce que 20 ans, je ne sais pas si on sera encore là. C'est du côté, mais c'est intéressant. Après, j'ai vu chez Mirko, qui tu veux introduire, parce que c'est un architecte italien, mais désormais basé 30 ans, je pense, en France, si tu veux dire quelque chose. Mais c'est intéressant, cette chose qu'il a dit, Shams. C'est intéressant, c'est-à-dire l'idée que, à la fin, une grande révolution, on peut dire à la fin fondateur d'une ville reconnue comme Paris, de M. Haussmann, ça se synthétise à travers un acte notaire d'une sezione. È interessante capire come tutto ciò che noi identifichiamo anche nella bellezza, nel rapporto, nell'identità di una città come Parigi, come giustamente Chams in maniera sintetica, ma lo racconta molto bene, si può tradurre sinteticamente in un atto notarile, diciamo, di come intervenire sul corpo della città e dell'idea di una sezione, al di là dei dettagli o meno, no? È qualcosa di straordinariamente radicale e io credo che sia vero dal punto di vista, forse anche stato forte proprio perché era così, non so quanto magari se fosse stato un disegno di un master plan, di un architetto, di un grande urbanista sarebbe andato così in fondo. Je suis en train de dire que c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que vraiment la force c'était là, parce que si on avait fait un master plan d'un grand architecte urbaniste visionnaire, extraordinaire et tout, il pourrait être d'accord, je n'arriverai jamais à changer complètement ville comme il a fait le plan Haussmann en tout Paris, et c'est vraiment un exemple exceptionnel. En plus, à Paris, on se rappelle sur les grands Paris combien de projets de masterplan il a fait, après on n'est jamais arrivé à aboutir sur une chose. Et c'est intéressant maintenant, trovo, non so poi stuzzico un po' il pubblico, trovo perché lei ha fatto un progetto difficile, no? Perché è difficile lavorare sul corpo della città, poi anche nella dimensione di quella città con un intervento molto importante e non correre il rischio o di dire troppo, o di dire poco, di pensare di disegnare tutto per poi prefigurare. Cioè, io penso che in qualche maniera ha fatto tutta una serie di cose all'interno di qualcosa che lascia una libertà e una semplicità estremamente interessante anche nell'idea della sezione. Adesso però poi chiedo anche se avete la sensazione. Moi je retrouve l'idée de la plus que de la coupe, j'aime beaucoup tes dessins qui recherchent un dialogue, tu l'as aussi dit, assez direct, mais come dire, mutualisé dans un regard qui recoule et qui avance entre un peu les lignes, no? De la montagne, de la séquence des montagnes, de l'architecture anglaise, du paysage, et après, un peu tout est mis en bas, comme dire, comme quelque chose qui sort peut-être dans l'autre, des choses, et qui après, doucement, non? Quelque chose, mais plutôt dans la recherche des dialogues. C'est plutôt ça, ou, comme dire, explorer, rechercher un dessin nouveau qui puisse s'harmoniser, mais être autonome? Oui, je pense qu'à chaque fois qu'on veut être avant-gardiste et être nouveau, on finit par être ringard. Donc je crois que vraiment l'essentiel est pas, il n'y avait pas de volonté de transcender quelque chose, il y avait simplement une volonté d'écouter
avant de faire la première esquisse, j'étais dans une sorte de mutisme et de silence total avec cette nature et ce rapport avec la ville. Donc je pense qu'il ne faut jamais se précipiter comme ça dans la névrose à vouloir dessiner les choses. La ville demande un certain silence et comme tu l'as dit, de se mettre en bas et petit pour observer avant de se précipiter. On a tous l'angoisse de la feuille blanche. Je pense que c'est bien qu'elle reste blanche pendant très très longtemps. No, j'aime beaucoup ça. Allora, j'ai invitato Mirko Tardio, che sarà relatore domani al museo su un tema estremamente interessante legato, diciamo, a tutta la sua esperienza di architettura legata alla città, la prefabbricazione nuova, innovazione, all'abitare. Lui ha ricostruito uno straordinario asilo di Jean Prouvé dentro il Giardino Luxembourg, quindi lo invitavo anche per rompere le balle perché è un amico, a fare una domanda o reagire alla presentazione di Shams. Tu vous connaissez, c'est pas l'agence Giudici Tardio de Paris, lui fa parte dello studio ovviamente Giudici Tardio e donc je laisse à toi de... Bon, merci, enfin, grazie, je comincio in italiano et puis je te redirai 2 secondes. En fait, on a commencé notre petit échange dans la voiture en venant de l'aéroport et justement, en fait, on a abordé 2-3 sujets qui en fait, finalement, tu résous ici et à laquelle tu amènes des réponses, sur lesquelles on avait levé des questions dans la voiture. En fait, c'était quelle est la ZAC? ZAC, c'est zone d'aménagement concerté, en italiano è la zona di urbanismo coordinato, direi, che ha une connotation française qui est assez négative et que toi tu résous ici, qui n'est pas... On ne peut plus l'appeler ZAC, il faudrait qu'on trouve une autre organisation. En fait, Je me suis confrontée à ça, ouais. Parce que la ZAC, d'un point de vue institutionnel, elle est très forte. Ça veut dire simplement que le pouvoir public est là. Et comment on a dénaturé cet outil qui est simplement politique et institutionnel pour lui mettre une image négative. Donc pendant 2 ans, il y avait cette lutte pour dire mais non, revenons à l'essentiel et peut-être qu'on pourrait lui donner une nouvelle image. Voilà, il faudrait lui trouver un autre nom parce qu'effectivement, vu qu'on n'est plus dans une zone d'aménagement concerté, mais on est plutôt dans quasiment une ville de fondation en fait. Parce que là, tu viens à coordonner 3 villes dans une nouvelle ville, dans un lieu qui a une histoire extrêmement forte. Et on parlait, Guy, c'est ça, des repères urbains dans la voiture, parce qu'on était tous les 3. En fait, des repères urbains, en fait, des repères de l'humain dans un projet d'un architecte qui est urbaniste, qui construit une nouvelle ville. Et là, ce qui est exceptionnel, en fait, c'est que tu as réussi. Après, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas trop d'accord, parce que je pense que tu ne vois pas les qualités de ton projet. Mais en fait, là, ce que tu as réussi, c'est que tu as fait une ville de fondation en restituant des repères avec un espace public qui est fondateur, en fait, qui est générateur d'une ville nouvelle, dans un endroit où il n'y avait pas de ville. Au mieux, il y avait une ville sociale, mais il n'y avait pas une ville urbaine. Voilà. Où je pense que tu ne vois pas forcément toutes les qualités, c'est que tu réduis ton projet à un projet de homogénéisation, en parlant d'Haussmann qui a fait un projet d'une ville fondée, effectivement, mais sur un critère qui est finalement homogénéisé, effectivement, la ville, alors que toi, elle est beaucoup plus riche. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives avec un projet d'ensemble à donner des introductions à la nouvelle ville future, qui sont beaucoup plus riches qu'une coupe ou qu'une règle d'homogénéisation. Je pense qu'à la fois, il y a la richesse culturelle, en fait, qui est faite du fait que nous, on est étrangers, on travaille dans une ville étrangère, et donc on amène des nouveaux langages avec de la culture qui est notre bagage, qui enrichit le bagage local. Parce que aussi, ce n'est pas un préfet aussi. Et ce n'est pas un préfet. Mais en fait, tu arrives quand même à rester contextuel, qui est le grand défi de nos urbanistes architectes. Comment construire contextuel tout en amenant, en fait, en conciliant le repère local et la ville nouvelle. Là, donc je pense qu'en fait, les qualités de ce projet, sans te poser des questions, mais que tu peux réagir, en fait, est beaucoup plus riche. Avant che tu reagisci, domanda a Gaetano Di Gesù, che vedo qui sul palco, se vieni qua, perché tu che hai uno sguardo occidente-oriente, mi piacerebbe che tu
per quello che hai visto, potessi fare una domanda a Shams. Io sono il rompiscatole, ma almeno animo un po' il palco. Vieni Gaetano, prego. Non so se c'è stata la traduzione. Mais il parle français mieux que moi. No, ma per tutti gli altri. No, ma chi non ha le cuffie vuol dire che ha capito. Fai la domanda in italiano, ma va a tradurre. Posso dirlo da qua. Vas-y, tu peux réagir à ce qu'il a dit. Okay. Non, si tu veux avant réagir à ce qu'il a dit, oui. Mirko, après je passe. Non, je pense que vraiment on est peu de choses, nous architectes et urbanistes, sans la ville dans laquelle on intervient. Je suis extrêmement chanceuse d'être intervenue sur ce site-là et je suis vraiment peu de choses. Alors j'aurais très bien pu l'abîmer ou dire que c'est rien. J'ai jamais vu ça comme étant rien. Et puis je pense aussi qu'on est peu de choses parce qu'on ne le dit pas assez souvent. J'ai fait la parenthèse avec Haussmann. Haussmann, son Napoléon III, il est absolument rien. Donc du coup, il ne faut pas mettre sur notre dos, nous, architectes, tous les problèmes urbains du monde. Et de la même manière, il faut aussi être modeste et se dire que l'architecture sans le pouvoir politique, c'est pas... Certainement. Voilà. Certainement, si on n'a pas le pouvoir politique qui nous appuie, on ne fera jamais rien et on ne sera pas capable de construire la ville. Donc c'est pour ça qu'il faut leur remettre sur leur dos leurs responsabilités. Mais ce que tu fais là, c'est plus. Parce qu'en fait, tu amènes avec toi le pouvoir public. Tu n'aurais pas amené des éléments de langage politique, parce que c'est ça la clé d'entrée en fait. C'est donner des éléments de langage aux politiques pour qu'ils puissent vendre ton projet aux gens, aux usagers, parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs en fait que nous on a. Donc l'intermédiaire qui est le politique, en fait, avec les gens qui acceptent le projet et nous architectes, est le projet. Et en fait, c'est ça que tu as une modestie, en fait, je pense, sur ton projet qui je pense que peut être revu parce qu'en fait, è effectivement le trait d'union entre le politique et l'usager. Sans ça, ça ne marche pas. Voilà. E se è importante, è per questo che abbiamo invitato il sindaco che domani sarà con noi, perché oggettivamente avete toccato questo tema dell'importanza della relazione politica che scardina uno strumento strutturante per decenni come le ZAC, che sono il bene e il male, no, della Francia per i danni anche che una volta ha fatto, attraverso un progetto che investe tutta la città, ma dove, come prima diceva anche bene Shams, il sindaco è un attore di progetto significativo, si apre un dialogo anche estremamente nuovo perché sceglie una progettista di nuova generazione con uno sguardo coraggioso ma attento e che ha diversi sguardi e che forse trova la sintesi a po' proprio per questo aspetto. Je dis sûrement que le maire a eu un rôle très important politique. Gaetano. Allora, grazie dell'intervento, ho colto immediatamente la qualità, la delicatezza dell'intervento e al tempo stesso l'elemento strutturale, cioè è una ZAC positiva, si può dire in questi termini. Sì. Quello che mi interessa capire, e soprattutto confrontandolo con le esperienze che abbiamo seguito in Oriente, è in che modo la macchina amministrativa tiene conto della gestione del progetto architettonico, cioè in che modo il diritto di veto del progettista riesce a tenere la macchina amministrativa. Questa è una cosa molto interessante perché queste trasformazioni urbane sono legate a una gestione del tempo, più che all'intuizione dello spazio. Che cosa sta avvenendo in Francia e particolarmente in questa tua esperienza? Ho compris sur quelle est la relation, la capacité du projet de tenir le contrôle plus ou moins sur la politique, c'est-à-dire sans qu'après tout s'avait cassé. Donc ta capacité, ou la capacité du projet, d'avoir un pouvoir, non, qui puisse naturellement bien coordonner avec la politique, qui va te suivre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, c'est vrai que ça demande vraiment un sacrifice incroyable. C'est-à-dire qu'après, on ne rentre plus dans notre budget. Si on veut être honnête les uns envers les autres, c'est ça. Est-ce qu'à un moment dans notre vie, l'architecte, c'est lui qui doit prendre cette responsabilité culturelle et publique? C'est la question qu'on se pose tous à un moment donné dans notre métier. Est-ce que c'est à nous de faire ce travail? Malheureusement, quand on ne le fait pas, personne ne le fait à notre place. Donc la clé de la chose, elle est malheureusement dans cette conclusion d'être en permanence là, parce que l'institutionnel et le public, c'est une machine affreuse, obscure, c'est une usine à gaz, c'est un peu à Kafka en permanence, on a l'impression qu'on n'en sort jamais, et si on n'est pas présent, si on ne regarde pas les gens dans les yeux,
Si on se satisfait des réglementations de texte, on ne brave pas les obstacles. Mais pour faire ça, il faut se déplacer, il faut convaincre, il faut être là en permanence. Et des fois, c'est un peu usant. Donc vraiment, moi, je me pose la question de comment faire pour soulager l'architecte de ce travail-là, parce que le public aujourd'hui, c'est infernal. Donc, où on trouve dans l'histoire des gens, des architectes qui se battent, mais sans ça, on n'a aucune chance pour que des quartiers comme ça puissent voir le jour. C'est una domanda molto difficile, quindi sono forse un po' triste prima di andare a mangiare, però nel senso che ovviamente evidenzia la grande difficoltà ma la grande verità, lo dice anche un po' questa macchina, come dire, che abbiamo messo in atto e che secondo me sintetizzi un po' in qualche maniera nella tua riflessione le due parole, almeno per noi molto importanti, responsabilità e generosità che vanno insieme, vuol dire ahimè, per fortuna non lo sappiamo, una senza l'altra non muove niente e forse oggi io condivido con te, occorre in qualche maniera che ognuno possa introdurre una forma di generosità nella sua azione fino al giusto limite, altrimenti non succede mai niente, no? Cioè, ne parliamo tanto ma poi finiamo nella stessa condizione e oggi forse, questo è il mio punto di vista personale, il mondo occidentale non se lo può più permettere, però fa resistenza. Tu vuoi dire un'altra cosa? No, la différence entre la machine de Paris et au sud de la France, c'est très important pour moi. Et quelle est la différence pour gérer les projets entre Paris et le sud? Oui. Ça aussi, je dois aussi reconnaître, c'est vraiment pas de la modestie, mais vous allez voir le maire de la ville demain. Je crois que c'était la grande bêtise d'avoir interdit à un homme politique local d'avoir des responsabilités nationales. Et je crois que la clé de ces villes un peu lointaines, entre guillemets, c'est quand un homme politique a aussi la responsabilité nationale et que nationalement, il peut porter le projet localement. Parce que sinon, vous imaginez, ça n'intéresse personne autrement. Et il y avait une loi comme ça qui a interdit à l'homme politique d'avoir des doubles mandats. Et pour moi, c'était une erreur monumentale parce que c'est ce qui a fait la force de la France, où on a vu naître dans des petites villes une architecture sublime. Mais c'est à cause de ça, donc, grâce à ça. Donc oui, j'ai la chance de travailler avec une personne qui a cette envergure nationale et aussi parisienne qui peut aussi donc avoir cette influence et il n'y a pas de secret dans la vie. Hai un altro ruolo tu? Io? Sì. Che senso? Hai cominciato a mettere in avanti l'architettura nel mondo, creando degli eventi come questo e altri che ne hai fatti in Italia. E penso che il seguito è già cominciato, è della democratizzazione dell'architettura, perché facendo conoscere l'architettura agli usagers, all'abitante, che il politico poi può avere quella potenza lì, perché è esigente, diventa esigenza nell'architettura. Quindi queste iniziative qui che tu hai iniziato hanno la grande potenza di essere democratizzate, che aprono il linguaggio architettonico al di là degli esperti avvisati. Ma l'idea di generosità dentro la ricerca di un'architettura deve essere sincera, perché se non parliamo, come dicevo prima, a chi usa le città, a chi le abita, intanto cortocircuitiamo. Il grande problema oggi dell'architettura, della politica, è che non è sincronizzata con i cambiamenti sociali, non solo dell'architettura, dell'economia. Cioè, io vengo da una settimana con Simonetta che è lì a San Francisco di confrontare su questo e lì c'è un'ulteriore grande crisi di non essere sincronizzati e poi di fare finta, no? Io ripeto, secondo me non ci possiamo più permettere di fare finta, per quello secondo noi investiamo molto in questo contesto, proprio questo contesto con tutte le difficoltà che ha questo contesto, con tutti questi cortocircuiti, però ha un valore almeno che io vedo e che molti amici e amiche che sono qua vedono, non tutti ancora, di essere potentemente sincero, crudo e dentro il cuore della questione. Nel momento in cui questo diventa un luogo comfort, perde come tutti gli altri porti. Allora questo sguardo cui tra l'altro mi permette di ringraziare, perché so benissimo che non è facile arrivare da Parigi
a qua o arrivare dalla Cina, perché Gaetano ci ha portato degli ospiti straordinari cinesi affrontando un tifone di non so di quale livello, quindi insomma, e quindi è stata una cosa. Però è interessante, se c'è un tema che è molto importante, che tu hai detto, non so se siamo così di monetizzazione, è un po' credere in questo e confrontarci seriamente di questo, ma anche dello sguardo senza giudizio che dobbiamo dare al lavoro degli altri, sapendo che serve il suo lavoro, serve il suo lavoro, serve il tuo lavoro, serve il lavoro, e questo ti porta a un'idea di coscienza. Detto questo, prego. No, particolarmente questa cosa ha più evidenza nei temi trattati da questa Biennale, cioè il ridisegno, il ripensamento dello spazio pubblico non è solo un'esperienza d'architettura, No. E l'architettura presta le sue armi anche in maniera soft, perché non è un lavoro sul linguaggio, un lavoro sulla ricerca, sulla sperimentazione, ma sul coordinamento di varie parti della gestione del progetto. No, questa similitudine che mi interessa molto, la vediamo domani nella presentazione dei progetti cinesi, dove il tema di gestione del processo è fondamentale e mostra metodi democratici, nonostante la struttura amministrativa della Cina sia tutt'altro, no? Cioè la concertazione continua, no? Sulla qualità dello spazio, sulla permeabilità dello spazio, e l'architettura che è una componente diciamo non prioritaria a questo punto, no? del sistema. Ma infatti io condivido che ton projet, c'est un grand projet d'espace public, mais dans la condition de la capacité de mettre en relation l'histoire du lieu, de créer des nouvelles perceptions de la ville. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'une architecture soit un dispositif de perception qui se mette en liaison de l'histoire avec le langage, et donc la nécessité de construire ça, parce que c'est une forme d'éducation forte pour tous les citoyens, donc ça c'est important. Allora, io chiedevo un grande applauso per Shams e anche per gli amici che hanno condiviso questo momento, in cui ringrazio.